Parfait. Alors, on y va, Annelise. Très bien. Donc, je reste encore sur la scène, mais après, je vous promets de disparaître. Donc, je vais présider cette première session avec Annelise Chabert. C'est bien ton. Je regardais s'il y avait ton. Voilà. Tu veux te présenter peut-être? Oui, très rapidement. Bonjour à tous. Donc, je suis Annelise Chabert, je suis vétérinaire de formation et épidémiologiste. Je suis responsable du volet One Health à l'Académie de l'OMS. Je suis arrivée il n'y a pas très très longtemps, enfin à peu près quand l'Académie a été ouverte, donc c'est un petit peu moins d'un an. Je suis vraiment enchantée de vous rencontrer tous. Évidemment, on est installé à Lyon, mais on espère avoir un rayonnement. Enfin, on a un rayonnement international et je vois qu'il y a beaucoup de synergies qu'on pourrait développer de par tous vos projets. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos résumés et j'ai hâte de vous écouter. Voilà le programme. Donc, tu veux dire un mot sur le programme? Donc voilà, c'est une approche innovante, je pense, les classes dehors et Tinga va nous en parler plus. Au niveau du micro, et vous avez besoin qu'on mise la diapositive ou... Juste mettre la diapo et puis est-ce que c'est bon pour ceux qui sont à distance si je garde le micro là? C'est très bien. Ok. Bon, ben, le marathon commence. Alors, je ne suis pas du tout aguerrie à ce format-là, donc je relève le défi. Alors, je prends 20 secondes juste pour moi. Je suis très impressionnée. Alors, si j'ai la voix qui chevrotte un peu, je m'en excuse d'avance. Donc, approche innovante, je pense que classe dehors, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, en face de vous, vous avez pas Tinga et vous avez Sam. Sam, c'est un chat cartographe de la santé globale. On s'intéresse dans nos travaux aux enfants de 5 à 11 ans, donc école élémentaire. Et on a constaté avec notre partenaire qui est la Fabrique des communs pédagogiques que au niveau des éducations à l'école, l'éducation à la santé, l'éducation à la biodiversité et au vivant et l'éducation à l'environnement, il y avait des ponts à faire sur les questions de santé et comportement. Donc, on s'est intéressé à la question. Alors, ça part vraiment de l'empirique parce que ce sont deux projets complètement différents qui se sont croisés à un moment donné. Et on s'est aperçu que dans les socles communs de connaissances et de compétences du programme scolaire des enfants, il y avait un programme pour la préservation de l'environnement et de la durabilité, il y a un programme pour la connaissance des écosystèmes et il y a un programme pour la santé humaine. Sauf que les enseignants ne font pas forcément le travail de la mise en lien avec les enfants. Et les études aujourd'hui sur la pédagogie de la classe dehors, qui est d'utiliser le milieu naturel extérieur pour venir soutenir des apprentissages fondamentaux, on s'est rendu compte que ce travail en milieu extérieur venait développer les compétences psychosociales des enfants qui aujourd'hui, donc on en a la preuve scientifique, sont la base du choix éclairé des comportements humains. Donc, Sam intervient à ce moment-là, c'est qu'il aide les enseignants à faire le pont entre l'environnement, les écosystèmes et l'impact humain auprès des enfants de 5 à 11 ans. Et tout se joue du coup sur des séances en extérieur de manière très régulière. Alors, la classe dehors, normalement, c'est une fois par semaine, mais tout le monde n'y arrive pas. Mais si déjà, il y a des écoles qui le font une fois par mois, c'est déjà pas mal. Donc, on utilise donc ces sorties-là. Tout le travail de compréhension en silo se fait à ce moment-là. Et à certains moments donnés de l'année, il y a ce qu'on appelle la sortie, la balade cartographique, où Sam va venir interroger les enfants dans des situations de vie et leur demander de faire le lien entre tout ça. Entre l'abeille qui pollinise la fleur qui donnera la courgette, qui finira en gratin dans son assiette à la cantine. L'idée, elle est là, en fait. Et ça fonctionne. Alors, on a travaillé avec 5 enseignants, on a étudié des pratiques sur 17 groupes scolaires. On est en cours d'expérimentation. Là, on a déjà fait expérimentation auprès de une centaine d'élèves sur le Clermontois et sur le 0,5, donc les Hautes-Alpes. Oui, oui. Et je finis. Et du coup, on est sur le continuum comprendre les écosystèmes, apprendre l'impact de son choix, agir pour devenir des citoyens
éclairé dans ses choix. Merci. Merci beaucoup. Le format 180 secondes est très dur, mais c'était très clair. Ouais. Ouais. Merci. Alors, ça permet de voir comment l'approche One Health s'est intégrée dès le plus jeune âge. La prochaine présentation passe à une autre échelle avec les MOOC et comment cette approche peut être disséminée au public le plus large possible. On accueille Clémentine. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Clémentine Schicht, je suis responsable de l'enseignement numérique à l'Institut Pasteur. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Monica Sala, qui est la directrice de l'enseignement à l'Institut Pasteur. Et je vais vous, pour passer les slides, c'est vous. Et donc, je vais vous présenter nos MOOC de l'Institut Pasteur qui ont des composantes One Health. Donc, la slide suivante. Donc, on a des MOOC surtout sur les maladies infectieuses, bien sûr. Chacun de nos MOOC, il faut voir que chaque titre qui est écrit là, un MOOC, c'est 30 vidéos d'environ 10 minutes qui sont en français et en anglais. Et donc, vous en avez sur les virus, sur les parasites, sur l'immunologie, sur des approches cross-pathogènes et sur des méthodes. Alors, ensuite, avec l'animation, j'avais montré ceux qui ont, donc là, il faut appuyer plusieurs fois, ceux qui ont une composante le plus One Health dans nos MOOC, parce que c'est ce qu'on est allé rechercher. C'est-à-dire que, par exemple, la rage, c'est évident. La rage, c'est une maladie humaine, c'est une maladie animale. Et il faut avoir des bonnes politiques de santé pour pouvoir éliminer la rage. Donc, là-dessus, c'est assez évident. Et donc, on va avoir même des leçons sur l'écologie des chiens dans la rage. Et il faut vous dire qu'en fait, le public des MOOC, c'est vraiment pas les 5 ans, c'est plutôt des gens de 40 ans, en fait, qui sont déjà des professionnels, qui vont aller voir les MOOC. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas forcément le temps de se former et ils vont aller grappiller ce qui les intéresse au sein du MOOC. Et en fait, c'est en cela où je vais peut-être passer directement à la slide suivante. Vous revenez me voir s'il y a un de ces MOOC qui vous intéresse. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, c'est beaucoup de professionnels et que les MOOC peuvent servir à faire cette acculturation qui est nécessaire entre les gens qui sont des responsables de la santé environnementale, ceux qui sont responsables de la santé humaine et ceux qui sont responsables de la santé animale. Puisqu'ils vont venir chercher en 10 minutes, je vais apprendre l'écologie des chiens. Franchement, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et après, une autre personne va vouloir venir m'apprendre sur un autre MOOC. Là, j'ai pris un exemple sur le MOOC insecte vecteur. Comment le changement climatique va changer les maladies vectorielles. Donc, voilà, vous pouvez venir me voir tout à l'heure, sachant que voilà, sur nos apprenants, on a des apprenants de 190 pays, 25% sont d'Afrique. Et comme je vous disais, 60% des apprenants sont en formation continue en réalité. Donc voilà, je pense que c'est en cela que c'est intéressant. Peut-être qu'on peut revenir juste à la slide précédente et je vous mets le flash code ici si jamais nos MOOC vous intéressent. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez venir me voir. J'ai fait un gros kakémono. J'avais déjà un kakémono. Voilà. Un grand merci. Donc, on va passer maintenant à une autre échelle encore qui est, enfin, pas une autre échelle, une même population, une même audience sur la préparation aux prochaines pandémies. Covid nous a bien échaudés. Merci. Super. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci tout d'abord de m'avoir accueilli. Donc, je m'appelle Anne Vitaes, je suis la chef de projet d'un dispositif de formation de Paris qui s'appelle la Graduate School One Health Emerging Infectious Diseases. On peut passer à la slide. Oui, parfait. En fait, la question de départ, c'était quand la prochaine pandémie nous frappera, quel est le type de formation sur lequel il faut investir pour préparer les futures générations à répondre de manière efficace. Donc, c'est dans ce contexte, dans ce cadre que ce dispositif qui est la Graduate School a été créé, lauréat de l'appel Compétences et métiers d'avenir de France 2030. Donc, l'idée derrière, c'est celui de pousser en fait une formation interdisciplinaire, surtout internationale, pour sortir un peu de silos classiques académie versus secteur privé, ou aussi les silos entre les disciplines pour booster vraiment une formation qui soit transversale. Donc, dans cette graduate school, nous avons une formation à niveau master, doctorat, mais aussi de formation continue.
Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre ensemble des étudiants qui ont des profils assez différents. Donc, nous mettons ensemble des étudiants de sciences, des ingénieurs, des étudiants de santé, donc des médecins, des pharmaciens, mais aussi des étudiants qui viennent des écoles vétérinaires pour leur former à l'étude des maladies infectieuses émergentes avec une approche One Health. En parallèle, la Graduate School distribue aussi des bourses doctorales de 3 ans, mais aussi des prolongations de thèse dans le cadre de 6 écoles doctorales différentes à Paris. J'ai oublié de dire la notion clé. En fait, la Graduate School est un consortium qui est porté par l'Université Paris-Cité, mais il y a 3 autres partenaires que vous voyez en bas, donc Institut Pasteur, Sorbonne Université, l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui amènent leur contribution pour vraiment donner cette dimension One Health et qui rassemble plusieurs disciplines. Dans le cas de la formation continue, on vient d'entendre parler des MOOC. C'est aussi une action, les MOOC de l'Institut Pasteur, qui fait partie de la Graduate School dans le cadre de sa formation continue. Nous souhaitons mettre en place aussi des diplômes universitaires, mais aussi des formations pour décideurs, donc pour sortir de cadre justement seulement des étudiants en master, en doctorat, mais aussi offrir une formation aux décideurs, aux acteurs de la santé publique, aux associations, mais aussi aux professionnels du secteur privé. Nous avons un réseau international et également de partenaires industriels envers lesquels nous allons pour différentes actions. Donc, pour donner un peu une vision collective, on peut passer à la slide suivante. La Graduate School s'appuie sur plusieurs types de ressources assez innovantes. Nous avons des innovations pédagogiques pour apprendre aux étudiants via, j'ai mentionné les MOOC, mais aussi des cours bilingues, des serious games, des mises en situation, des dispositifs de réalité virtuelle. Nous avons un réseau international qui vient un peu, que nous avons créé les liens avec grâce à nos partenaires, par exemple le Pasteur Network ou Circle U, qui est l'alliance universitaire de laquelle UPCT fait partie. Nous avons aussi des collaborations indépendantes, par exemple avec la National University of Singapore pour les dispositifs de réalité virtuelle, etc., etc. On pourra en discuter plus dans le détail. Pour terminer, nous avons des partenariats industriels du secteur de diagnostic et aussi traitement pharma dans le domaine des maladies infectieuses qui nous appuient, nous aident sur plusieurs actions de formation, mais pas que, mais aussi par exemple de dons, mécénat et financement de bourses. Donc c'est un dispositif complexe. Vous entendrez parler aussi d'une école similaire à Lyon. C'est la personne suivante. Donc c'est vraiment pour essayer de donner une formation à l'échelle nationale et internationale sur mieux se préparer pour les maladies infectieuses. Voilà. Je ne sais pas si... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a eu 3 présentations ciblées One Health complètement. On va continuer par une transition. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, Marie-Aimée Gros-Rosanvallon avait un titre que je vais remettre sur l'écran. Je ne sais pas s'il a toujours... Voilà. Bon, excusez-moi. Bien sûr. Avec un titre provocateur, mais c'est bien, on a 180 secondes. Hein. Travailler en transdisciplinarité, ça s'apprend. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de tenir les 180 secondes. Je vous parle d'un objet un petit peu particulier aujourd'hui, qui est une école universitaire de recherche, comme la précédente, qui s'appelle EIDEAT Lyon. Je ne vais pas prétendre d'essayer de vous expliquer exactement ce que c'est en 180 secondes. Anne Vita ne s'y est pas risquée non plus. Mais si vous avez des questions tout à l'heure, je serai ravie de vous y répondre. La mission des EUR, de toutes les EUR, est double. Donc, on a une mission de formation, donc je vais vous parler aujourd'hui, et une mission de recherche, puisqu'on finance des projets de thèse également. Les initiatives dont je vais vous parler aujourd'hui, les 2 initiatives pédagogiques dont je vais vous parler aujourd'hui, sont complémentaires et elles ont toutes les 2 la même ambition, qui est d'essayer de former autrement face aux futures crises sanitaires et environnementales. Alors, pour vous donner d'abord une idée un petit peu globale de ce que fait l'EUR EIDEAT Lyon, surtout le volet formation. Donc, on propose de la formation initiale sous la forme d'un diplôme universitaire dont je vais vous parler juste après, mais aussi de la formation continue, des sessions de formation courte qui sont destinées aux professionnels. Et EIDEAT Lyon est porteuse de l'Institut One Health, qui est basé ici à Lyon aujourd'hui et qui est représenté également dans cette journée, et qui propose une initiative de formation qui est encore différente et qui est destinée aux décideurs publics et privés. Alors, qu'est-ce qui fait que ces formations sont quand même un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude? Je commence par le DU EIDEAT Lyon. Et ce qui le rend vraiment différent des autres diplômes, notamment qui sont proposés à l'université, c'est qu'il est ouvert à toutes les disciplines. Donc, tous les étudiants, à partir du Master 1, peuvent s'inscrire à ce diplôme universitaire, même si nos EUR, à toutes les 2, sont spécialisés dans les maladies infectieuses.
les étudiants peuvent s'inscrire quel que soit leur niveau de connaissance sur les maladies infectieuses. Et donc, c'est un format qui est très particulier. Il se fait en complémentarité d'un master ou d'un doctorat. On aménage les emplois du temps pour qu'ils puissent le faire en même temps. Et les étudiants, c'est un format de 150 heures qui dure toute l'année. Ils travaillent en groupe transdisciplinaire et ils ne travaillent pas sur des projets fictifs. C'est 100% projet. Ils travaillent sur des problématiques concrètes qui sont proposées par des partenaires. Le but de l'opération, c'est qu'ils imaginent véritablement des solutions qui sont concrètes et innovantes aux problématiques qui leur sont proposées. C'est un diplôme qui est basé sur le design thinking. Pour ceux qui connaissent le design thinking, vous avez déjà vu la figure du double diamant qui est ici. Et c'est une pédagogie qui est expérimentale et qui nous permet surtout, au-delà de la théorie, de former des étudiants, mais des futurs professionnels d'ailleurs, à des compétences qui sont concrètes, qui sont transversales et qui vont être essentielles, quel que soit leur choix de carrière de l'avenir, qu'ils décident d'aller dans l'académique, dans le secteur privé ou dans même l'humanitaire. L'autre pendant de ce que je vous présente aujourd'hui, la formation qui est proposée par l'Institut One Health, le public est différent. Là, on est effectivement destiné à des décideurs publics et privés, des directeurs administratifs, des directeurs d'hôpitaux, des élus, des responsables associatifs. Et donc, cette formation, le cycle des hautes études d'une seule santé, elle est dimensionnée sur 3 fois 3 jours, justement pour accommoder plus facilement les emplois du temps des décideurs qui sont souvent un petit peu plus difficiles à bouger. Et donc, du coup, au cours de chaque session, à travers des interventions d'experts, des conférences, des tables rondes, et surtout ce travail, cet exercice de mise en situation qui est fait à chaque cycle, c'est une formation qui est particulièrement concrète et destinée aux décideurs pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte de comment on peut opérationnaliser l'approche One Health. Ce qui est surtout important dans ces deux objets, c'est qu'ils travaillent en dynamique, ensemble. Le but, c'est de créer un écosystème pédagogique qui soit transgénérationnel et qu'on essaye de mettre en place des événements entre nous pour faire rencontrer à la fois des apprenants qui sont des étudiants et des décideurs publics et privés. Merci. Oui, c'est un exercice. C'est un vrai exercice de ce qu'on vous demande de faire, mais c'est parce que comme ça permet de réfléchir peut-être un petit peu différemment et j'espère, de susciter des discussions. Alors, on reste à Lyon, hein. Voilà, on reste à Lyon. Ben oui, on était là pour justement découvrir ce qui se passe à Lyon. Donc, Sylvie Négrier nous parle d'un master assez récent que je connais un petit peu aussi puisque je suis intervenu, et qui est le master 2 en santé mondiale, qui se veut résolument transdisciplinaire. D'avoir sélectionné cette présentation. Alors, on est plus classique par rapport aux présentations précédentes. Donc, c'est effectivement un Master 2 qui est récent, puisque nous sommes à la 3e promotion seulement d'étudiants, avec une approche dès le départ qui était transdisciplinaire. Je vais vous expliquer un petit peu. Et ce qui s'est fait en complémentarité, par exemple, avec le Master One Health, qui est coporté par l'Université Lyon 1 et l'École vétérinaire de Lyon, puisque notre master se concentre sur la santé humaine au niveau mondial. Donc cet enseignement, ce master comporte assez classiquement un enseignement théorique que nous avons volontairement proposé en français, parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'international, il y avait beaucoup plus de propositions de master ou équivalents en anglais qu'en français, et en français, les capacités étaient plus limitées. Les offres étaient plus limitées. Donc, un enseignement théorique en français, on verra qu'il y a une petite part quand même en anglais, de septembre à février, et classiquement un stage de 5 à 6 mois avec un rapport et une soutenance du rapport. C'est bizarre, parce qu'il me semble que j'avais mis une autre chose, mais bon. Donc, il y a en fait 5 unités d'enseignement obligatoires. Et on va détailler un petit peu pour vous donner le contenu. Donc, c'est vraiment transdisciplinaire et ça a été, c'est porté d'ailleurs à la fois par l'Université Lyon 1, mais avec une co-responsable qui est Marie Préau, qui vient de l'Université Lyon 2. Et puis, vous verrez qu'il y a des responsables de chaque UE qui sont d'origines différentes, à la fois en discipline et en tant qu'enseignement. Donc, on a une UE de géopolitique et politique sanitaire dont la responsable est Gwenola Lenaour, qui est enseignante à Sciences Po Lyon, qui traite un peu des organisations et des politiques internationales en santé,
les agences internationales, des ONG, des fondations, des politiques industrielles pharmaceutiques aussi qui sont importantes dans la santé humaine internationale, des évaluations des politiques publiques, notamment des politiques de santé, et puis une histoire globale des pandémies. Et dans cette UE, il y a également une participation de la Fondation Mérieux qui vient présenter un petit peu la fondation et les actions des fondations générales, et également de Bioforce. On y reviendra. Et puis, il y a tout un pan qui concerne les enjeux sociaux et culturels, dont la responsable est Marie Préau, dont les thématiques concernent la sociologie des risques sanitaires, mais aussi des organisations sociales et sanitaires, notamment l'histoire des différents régimes de protection sociale, l'anthropologie de la santé, des approches communautaires, et également des approches sur éducation, prévention, promotion de la santé, versant pas médical cette fois-ci, mais plutôt sociétaux. Et puis, on a beaucoup plus classiquement, je dirais, tout un versant méthodologie sur comment on fait des études, des bases en épidémiologie, comment on fait des études en population, des indicateurs épidémiologiques, quel type d'études épidémiologiques, la réalisation d'enquêtes, des recueils d'analyses de données, investigation d'un épisode, par exemple, épidémique, et puis également la gestion de projets, la planification dans le domaine sanitaire international, et également des éléments sur l'éthique en santé au niveau international. Et puis, on a une assez grosse UE sur les pathologies, où on aborde bien évidemment les grands fléaux en pathologie infectieuse, mais également les pathologies non infectieuses, les maladies cardiovasculaires, et également le cancer qui est fait par le Centre international de recherche contre le cancer, qui est tout proche d'ici. Et puis, on a même une session sur la médiation culturelle en santé. Et puis, une UE qui est plus originale, qui est organisée par l'Institut Bioforce, ici à Lyon, qui est beaucoup plus applicatif, qui porte essentiellement sur l'hygiène de l'eau, l'assainissement, et donc qui également assure un cours sur la sûreté et la sécurité dans un contexte de crise. Voilà. Et ajouté à ces 5 UE obligatoires qui sont français, on a au choix, donc les étudiants doivent choisir 2 unités optionnelles qui, celles sont en anglais. Donc, soit de l'anglais, pour ceux qui n'ont pas un niveau suffisant, soit vaccinologie, qui correspond à une UE d'un grand master international qui s'appelle Master Live sur la vaccination, et qui est un master Erasmus, et également une UE du Master One Health porté par Vatagrosup et Lyon 1 sur santé et environnement. Et je pense que c'est... Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup Sylvie. Donc, Master qui va rentrer sa 3e promo là, cette année. Bien proposer une partie des cours dans les bâtiments de l'académie. C'est important. Alors, donc, on reste à Lyon, mais on est tout à fait sur l'international. Hein. C'est donc Marie Macaulay qui va nous présenter comment, dans les parcours d'apprentissage de l'académie qui commence maintenant, hein, on intègre One Health et les villes santé, qui sont 2 sujets essentiels. Je te passe ça. Merci François, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, on travaille ici à l'Académie sur plusieurs thématiques, dont One Health et les villes santé. Et on travaille notamment à intégrer de façon cohérente ces 2 thématiques-là. Donc One Health, on l'a vu, un concept qui relie santé humaine, animale et santé environnementale, et puis Healthy City qui va venir placer la santé, l'équité et la participation citoyenne au cœur des politiques urbaines, et notamment des politiques publiques de santé urbaine. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette intégration? Alors, il faut d'abord savoir qu'on travaille sur ces 2 thématiques-là de façon séparée en matière de recherche et en matière de modules de formation, mais on le fait aussi de façon transversale et on cherche à les intégrer pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que les menaces sanitaires actuelles aujourd'hui ne connaissent pas vraiment de frontières disciplinaires. En commençant, non, ça va pas du tout. Ah, j'ai pas de slide, bon, dommage. Tant pis pour moi. Les zones, c'est pas très grave. Donc, à savoir
les zoonoses aujourd'hui, la résistance antimicrobienne montre que la santé humaine dépend de celle des animaux et des écosystèmes, mais aussi en parallèle, on a une urbanisation rapide qui va venir concentrer des risques et qui va aussi favoriser le développement de maladies chroniques, qui va être impactée, elle, par une pollution accrue dans les villes, par des inégalités sociales. Tout ça, ça représente des défis évidemment pour les villes, pour la santé humaine de façon générale quand il s'agit de zoonoses et d'autres maladies, mais des leviers d'action. Et donc, pour nous, et je regarde ma collègue Anis, puisqu'on travaille toutes les deux sur cette thématique-là avec nos partenaires, on va, dans nos parcours d'apprentissage, donner aux professionnels, mais aussi aux dirigeants, aux élus municipaux et aux acteurs locaux, cette vision systémique des compétences pratiques pour répondre à ces défis. Donc, notre approche, finalement, elle est simple. On va développer des modules de formation qu'on va venir intégrer dans nos parcours qui vont traiter de la prévention, de la préparation aux urgences, des systèmes de santé, de climat, de durabilité. Et tout cela, on va le faire également sous le prisme, sous cet angle des villes santé. Donc, tout ce qui va être dimension santé urbaine, urbanisme favorable à la santé. On va travailler également sur la question de la santé mentale dans les villes par le prisme One Health, l'inclusion sociale et sans oublier la participation citoyenne. Et la façon dont on va le faire, il y a plusieurs éléments. On travaille à développer des MOOC, on va travailler sur les simulations immersives, les podcasts et puis évidemment des études de cas directement avec les villes. On n'aura pas c'est pas grave, non, t'inquiète pas. Donc, pour terminer, un élément qui va être fondateur aussi pour nous, ça va être le développement des communautés collaboratives qui vont permettre aux apprenants d'échanger, à savoir qu'aujourd'hui, l'OMS compte je ne sais pas, plus de 20 000 villes à son actif dans tous les réseaux compris de villes santé, à savoir en Europe, et rien qu'en Europe, on est à quasiment 2000 villes santé. Donc, ces villes qui œuvrent déjà aujourd'hui à faire du One Health, mais qui ne le savent pas nécessairement ou qui le savent et vont essayer de le faire ensemble aussi. Et c'est justement ces logiques d'apprentissage, de partage, d'échange qui vont nous permettre de venir intégrer toutes ces dimensions-là à nos cours et à nos parcours de formation à l'académie. Donc, notre résultat finalement attendu, il est relativement clair. Faire le lien, renforcer les liens qui existent déjà aujourd'hui entre santé mondiale, santé urbaine et durabilité par le prisme One Health en formant les professionnels de santé, mais aussi les élus et les agents municipaux des collectivités locales pour leur permettre d'agir au mieux en matière de travail d'intersectoralité, puisque c'est finalement des piliers aussi du travail dans les villes et dans le One Health, puisque je pense que ça relève de la définition même de One Health. Voilà, je m'arrête là, merci. Donc Marie et moi serons là toute la journée, donc si vous voulez échanger avec nous au cours de la journée, c'est évidemment avec grand plaisir. Donc maintenant on passe à la prochaine présentation. L'opérationnalisation de One Health passe par évidemment une internationalisation de l'outil pédagogique et donc Florence va nous parler de la fresque One Health. Ah oui, très bien. Merci Anne-Lise. Bonjour, Florence de Veta AgroSup et voilà, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, je rapporte le travail qui a été fait dans un cadre multidisciplinaire et multisectoriel, tant pour sa création, donc on va parler de la fresque One Health, et de son internationalisation, qui sera le sujet aujourd'hui. Donc, avant que je vous parle de l'outil, en fait, on est arrivé au constat, parmi un sondage rapide de nos étudiants, que finalement, quand on leur demande s'ils savent définir ce qu'est le concept One Health, la quasi-totalité va nous répondre oui. Lorsqu'on leur demande de nous préciser cette définition, c'est moins de 10% qui vont pouvoir nous évoquer la notion d'interdépendance des santé, et en général, ça se limite aux zoonoses. Donc, fort de ce constat, nous avions besoin d'un outil qui puisse favoriser la compréhension du concept, mais aussi ancrer la connaissance sur des temps plus longs. Et donc, c'est dans ce cadre-là et dans ce contexte qu'on a développé la fresque One Health. Donc, il s'agit d'un outil collaboratif
qui est basé sur des données scientifiques et qui plus est, ça n'enlève rien, qui est ludique. Cet outil se présente sous la forme d'un jeu de cartes qui, après sa réorganisation par un groupe de participants, va permettre de retrouver les interdépendances entre les santé, mais aussi mettre en évidence le lien entre santé et société. Et le tout est appuyé par un animateur et dans un temps contraint qui est de 3 heures en général. Cet outil-là, on l'a déployé au niveau académique et puis on s'est rendu compte que les besoins en fait au niveau professionnel, que ce soit des collectivités au niveau régional, au niveau national même, eh bien, les besoins de disposer de cet outil-là pour des professionnels qui étaient désireux de désiloter leur cadre de travail. Eh bien, oui, désolé pour le, le néologisme, mais tout le monde le comprendra. Donc, finalement, cet outil était utile à ce niveau-là aussi. Donc, on l'a déployé sur le territoire en France. Et puis, par le jeu des collaborations, bah, il s'est trouvé qu'il répondait aussi à un besoin au niveau international, au départ en Europe, par proximité. Et puis, petit à petit, eh bien, on est arrivé à animer cette fresque sur presque tous les continents. Donc, les leviers de diffusion, c'est finalement le besoin qui est commun à tous aujourd'hui. En revanche, plus on s'éloigne du contexte de création de l'outil, plus on trouve des freins. C'est-à-dire que l'outil trouve un intérêt lorsqu'on le présente dans des régions plus éloignées, mais en revanche, sa diffusion est plus laborieuse. Et ce qu'on a identifié, c'est que l'outil qui a été développé dans un contexte européen, Europe de l'Ouest, eh bien, était peut-être pas toujours approprié dans les autres régions. Et donc, on a fait ce travail de régionalisation et donc avec les personnes dans ces régions, de réfléchir autour d'ateliers d'intelligence collective sur les particularités sanitaires, topographiques, climatiques, etc., de manière à ce qu'ils puissent s'approprier davantage l'outil. Et donc, je comprends que je dois conclure là-dessus, juste pour dire que voilà, aujourd'hui, ces ateliers d'intelligence collaborative, collective, ils sont mis en œuvre dans les Caraïbes, à La Réunion, dans 10 jours en Afrique de l'Est. Et pour l'instant, on a finalisé la partie Réunion. Et aujourd'hui, cet outil, donc, qui est la fresque, la petite sœur de la fresque One Health, est utilisé largement dans les collèges. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous avez compris, effectivement, quand on se lève, c'est qu'il est temps de s'arrêter. Voilà. Parfait. Dernière présentation de cette session, et après, on va pouvoir les discuter. Hein. Une approche à Clermont-Ferrand, au niveau carrément d'une faculté, hein, l'UFR de pharmacie. Donc, comment se fait la mobilisation cancer santé globale sur votre faculté? Merci, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, déjà, en un mot de présentation, moi, je suis en fait universitaire et hospitalière aussi. Je suis pharmacienne hospitalo-universitaire et donc la présentation que je vais vous faire, elle est vraiment aussi très articulée entre ce qui se passe à l'UFR et ce qui se passe à l'hôpital. Je ne fais pas partie du réseau directement, mais par le biais de la chaire UNESCO Éducation et Santé et Marie-Pierre Sauvan qui est au fond de la salle, j'ai été parrainée pour vous rejoindre aujourd'hui et j'en suis ravie. Alors, en un mot, l'approche, nous avons souhaité désiloter, parce que le mot est employé, et en fait, je vais le reprendre parce que ça me plaît bien d'aborder ça sous cette forme-là, parce que dans nos facultés de santé, globalement, hein, on est assez siloté dans notre façon d'aborder la question. Et nous avons essayé et à l'hôpital et à la faculté d'amorcer ça par le biais d'ateliers de sensibilisation, alors la promotion de la santé, la prévention, etc. Et puis on a mis du lien avec des ateliers hauts pour aller plus loin sur une vision plus systémique.
On a élargi à travers différentes actions, mais là, tout de suite, je voudrais centrer sur 2 volets, plus sur la formation, puisque nos étudiants de pharmacie de 2e année, nous leur faisons effectuer le module médecine et santé environnementale, donc qui est vraiment complètement imprimé par le concept One Health finalement. Et ce module, il est obligatoire pour les étudiants de pharmacie sur une trentaine d'heures, donc avec des vidéos, etc. Les choix ont été les choix de ce module ont été faits pour vraiment les sensibiliser aux limites planétaires, aux concepts vraiment globaux de la santé. Ils ne peuvent pas passer en... Oh, je vais aller un peu trop loin, excusez-moi. Ah non, mais vraiment trop loin, là. C'est avant, hein. Ah oui, quand même, je me suis lâchée, hein. Donc, en fait, il n'y a pas de contrôle spécialement, hein, sauf le fait qu'ils l'aient fait, qu'ils aient été sensibilisés, qu'ils se soient connectés. Mais par contre, ils doivent l'avoir suivi avant de passer en 4e année, donc en seconde année ou éventuellement, s'il leur reste des choses, en 3e année. Et puis après, pour aller plus loin, dans l'approche, alors ce n'est pas le jeu de cartes la fresque One Health, on a choisi une approche par un jeu que je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Planel Sphère, qui permet en fait de jouer avec des cartes, mais à partir des visions professionnelles. Alors c'est destiné essentiellement aux professionnels de santé. Donc on a l'approche, par exemple, ce qui se passe au bloc opératoire, à la maternité, on a les médicaments, etc. Certes, ça fait très siloté, mais après, en fonction de l'animateur, on fait du lien avec les approches globales en mettant le lien avec les impacts sur les écosystèmes, les interconnexions, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que l'animateur soit sensibilisé à ces interactions et puisse générer ces liens-là voilà, pour amener les étudiants, parce que ce n'est pas évident pour eux, finalement, de faire le grand pas, le grand saut. Donc, ah oui, c'est une particularité, c'est qu'on parle des étudiants au fur et à mesure de leur cursus avec des ateliers, mais là, on a formé la conférence des doyens de pharmacie, ils étaient tous là, et on a fait un atelier aux doyens, enfin plusieurs là-dessus, pour pouvoir les sensibiliser à ça. Et ça a été une riche expérience. Et l'année prochaine, on va former les enseignants de la faculté de pharmacie pour qu'ils puissent décliner dans leurs enseignements. Voilà. Et puis également, alors les 3 facultés de pharmacie de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont proposer un DIU donc, qui sera basé sur la santé et soins, transformation écologique et solidaire, mais qui va amener ces approches globales dans chacun des modules pour essayer d'aller accrocher les professionnels de santé, mais aussi les étudiants en santé, et les amener à avoir cette vision-là. Et puis, on espère pas à pas que ça devienne automatique de penser sous un concept de ce type. Je vous remercie de votre attention et puis je serai là-bas pour le poster. Un grand merci. Nous, on ose à peine se lever parce qu'on ne veut pas vous couper. En même temps, on se dit qu'il faut qu'on soit les timekeepers. Donc, on va d'abord prendre des questions et peut-être qu'on va commencer par des questions de l'audience qui est en ligne, s'il y en a. Nicolas, est-ce que tu peux voir s'il y a des mains qui se lèvent dans l'assistance virtuelle? Éventuelles questions, en tout cas à distance, vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Les questions se font par le chat pour les spectateurs. D'accord. On n'a pas dans le flow actuellement. Non? Alors, on va prendre les questions d'abord, du coup, en personne. Et ça peut être dans n'importe quel ordre, évidemment. Est-ce que vous avez des questions? Marie. Les présentateurs ont le droit de poser des questions aux autres présentateurs. Oui, bah, super. Alors, oui, très bien, oui. Bah, je suis Marie Macaulay, donc une des représentantes ici de l'Académie de l'OMS. J'ai une question et par contre, j'ai noté, donc c'était sur le cycle des hautes études, une seule santé, CHEUSS. Il y avait une session 3 d'indiquer sur les gestions des crises One Health. C'est une thématique qui nous intéresse beaucoup et je serais curieuse de savoir s'il serait possible d'en apprendre un petit peu plus, notamment quel type de crise est-ce qu'on traite à travers One Health et sur One Health dans le cadre de ces 3 jours de formation.
C'est moi qui ai présenté, mais je vais laisser répondre, si vous le voulez bien, la représentante de l'Institut One Health qui est là, qui vous apportera une bien meilleure réponse. Oui, bonjour Marie-Laure Demag, donc je suis coordinatrice de l'Institut. Donc pour répondre directement, Marie, en fait, on a travaillé avec des partenaires comme le SDMIS par exemple, mais d'autres également, pour établir un scénario en fait en 3 épisodes d'une crise et pour faire travailler la promo en groupe de travail à la fin de cette formation, donc avec de nouvelles habitudes de travail, on espère. Donc là, on est sur un scénario. Alors, je ne peux pas vous dire, j'allais vous dire le thème, mais non, évidemment, je ne peux pas vous le dire, que si ça se sait, du coup, ce ne sera pas une surprise pour eux. Néanmoins, on va en développer d'autres. On est en train de le transformer en kit pédagogique pour pouvoir le diffuser beaucoup plus largement à tous ceux qui veulent mettre en place cet outil. Et on est en train, du coup, d'imaginer développer un autre kit pédagogique sur l'autre thématique du cycle de Rennes qui va commencer en octobre. Voilà. Et peut-être une dernière chose, un retour d'expérience. Dans les 2 premières promos, on a observé qu'au début, les auditeurs ont leur réflexe habituel. Ils partent au quart de tour sur la simulation parce qu'ils ont l'habitude de gérer des crises. Et au bout du premier épisode ou du deuxième, il y en a un qui pose la question, attendez, on est en train de faire du One Health là? Et là, on sent la conversion dans la manière de travailler. Donc voilà, un petit côté très positif sur le résultat. Frédéric Carrière, IRD, Université Paris-Cité. On a présenté beaucoup de formations, mais dans quelle mesure, enfin, je sais qu'il y a un gros investissement pour faire ces types de formations. Nous, on coordonne un programme One Health pour une université à Bomé-Calavi au Bénin. Et je voudrais savoir dans quelle mesure le réseau pourrait mettre ce type de formation à distance à disposition et dans quelle mesure ça peut être disponible pour des formations externes, complémentaires de ce qu'on peut mettre en place dans les universités, on va dire, en Afrique en particulier. Bonjour, je n'ai pas vu. Qui a posé la question? Pardon, bonjour. Marie Gros-Rosan-Vallon pour l'EUR Idéathlon. Nous, notre DU, il se déroule ici en présentiel parce qu'il y a quand même un intérêt. Toute la première phase du diplôme universitaire, c'est une phase d'immersion où les étudiants vont rencontrer des acteurs des projets sur lesquels ils travaillent. Mais justement, on est en train de travailler à la fabrication, entre guillemets, de différents modules pour justement le rendre disponible en dehors de cette année tout entière universitaire. Et puis, on peut faire venir des étudiants pour 150 heures sur toute l'année, juste le jeudi après-midi, ça serait quand même un petit peu compliqué de les faire venir de l'étranger. Donc, on travaille à l'élaboration d'un module qui durerait 1 jour et demi et qui permettrait de vraiment déjà toucher du doigt la manière dont l'approche projet fonctionne pour, par exemple, des summer schools ou des winter schools. Et on est en train de réfléchir à justement essayer de faire ça sur une plus longue durée, sur 1 semaine ou 2 semaines, et à ce moment-là, justement, pouvoir faire venir des étudiants étrangers et qui pourraient vraiment expérimenter ce qui se fait dans le DU. Ils ne pourraient forcément pas aller autant dans le détail que ce qu'ils font pendant toute l'année. Il faudrait, entre guillemets, que la phase d'immersion elle soit raccourcie parce qu'ils n'auraient pas le temps de rencontrer tout le monde, mais on travaille à justement enregistrer toute cette phase d'immersion pour que des gens qui puissent travailler sur les mêmes projets aient accès aux mêmes entretiens ou aux mêmes rencontres que les étudiants du DU. Parce qu'on ne peut pas le faire en complètement virtuel, mais par contre, voilà, ça serait peut-être un moyen de le rendre disponible ailleurs ou de venir le faire ailleurs d'ailleurs. Et pour ce qui concerne tout ce qui est en distanciel, en fait, pour la Graduate School à Paris, nous cherchons de mettre en place des types de formations qui sont du coup pas diplômants, mais des formats comme des webinaires et des choses qui pourraient être en format hybride ou quand même accessibles en distanciel. Et notre réflexion que nous sommes en train de faire, c'est pour certaines unités d'enseignement du master, faire des enregistrements des cours pour ensuite les mettre en ligne en open access. Donc, soit en open access via YouTube ou Moodle avec des inscriptions, mais du coup, on réfléchit à la plateforme. Sinon aussi à l'Open Campus de ceux qui sont déjà disponibles. Par exemple, CircleU, qui est l'Alliance universitaire, a son réseau qui met à disposition de formation, donc participer à ça.
Une autre réflexion que la Graduate School est en train de mener, c'est justement créer un DU qui soit entièrement hybride, non, pardon, en ligne, basé sur les MOOC, un appui sur les MOOC de l'Institut Pasteur. Donc, de les rendre vraiment diplômants, labellisés Université Paris-Cité pour des gens qui seraient complètement distanciels. Nous sommes en train de réfléchir sur comment le faire valider. Clémentine, tu ajouteras si besoin, parce que pour pouvoir être diplômant, il faut qu'il y ait un examen et ça qui devient un petit peu compliqué, mais c'est des démarches qui sont en cours de réflexion. En fait. Je vais me permettre. J'allais poser, si je peux. Vas-y, évidemment, tu as le droit. On pourra aussi te poser des questions. Maintenant, puisque vous êtes assises toutes les deux côte à côte, Anne-Vita et Marie-Aimée, moi, je voulais vous poser une question sur ces deux EUR. Hein. Elles ont été créées en même temps, probablement dans la même vague. Comment vous les différenciez? S'il y avait des étudiants qui regardaient, est-ce que vous allez vous spécialiser l'une et l'autre? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, ou est-ce que vous avez découvert au bout du compte que vous étiez labellisées toutes les deux en même temps sans connaître l'autre projet? Effectivement, c'est un travail que depuis les débuts, on essaye de mener un petit peu en complémentarité, parce que c'est aussi une demande des ministères. En fait, pour ne pas être redondant dans notre type de travail, essayer de se concerter. Donc, avec les équipes de Lyon, nous essayons de le faire au maximum. Donc, déjà, les types de dispositifs, les actions ne sont pas exactement les mêmes. Donc, nous, on a vraiment un parcours de Master 2 principalement qui a été ouvert, un appui sur l'existant, mais aussi avec la création de nouvelles UE. Nous donnons des contrats doctoraux de 3 ans donc pour financer vraiment des projets de recherche. Et ce n'est pas exactement tout à fait ça à Lyon. Par exemple, vous vous concentrez beaucoup plus sur le diplôme universitaire pour les décideurs, donc les publics cibles, malgré le fait que globalement, on essaye de créer un seul réseau. Il y a une école universitaire qui se spécialise plus sur la formation initiale, l'autre qui est plus sur la formation continue. On essaye de dialoguer là-dessus. Nous avons aussi des actions en commun que nous souhaiterons mener, genre par exemple les webinaires ou les écoles d'été, d'hiver, multisaison, des choses comme ça. On essaye de nous ouvrir aux étudiants de deux écoles. Il y a aussi une troisième école universitaire qui est à Toulouse, qui est lancée cette année, je crois, parce que du coup, c'était la vague suivante. Donc, United, exactement. Donc, l'idée, c'est de couvrir un peu nord, centre, sud avec des actions qui seraient complémentaires. Tu veux rajouter quelque chose? On a des questions à distance. Attends, je veux juste rebondir moi aussi. Je vais me permettre de répondre sur la dissémination en Afrique ou dans d'autres pays. Là, nous, à l'Académie de l'OMS, c'est évidemment une de nos prérogatives. Et donc, à mon avis, il y a des moyens justement d'établir des synergies. Donc, tu parlais de développer des cours ou du contenu webinaire ou qui puisse être mis sur YouTube ou Vimeo, etc. Nous, on a une plateforme et justement, notre but, c'est de répondre aux demandes des pays et des régions. Évidemment, elles doivent être bien identifiées. Et ce n'est pas un travail académique, c'est vraiment un travail qui doit être, c'est un travail académique, mais qui doit vraiment être en réponse à des besoins formulés par le pays ou la région. Mais c'est exactement, je pense, des synergies sur lesquelles on peut travailler tous ensemble. Donc, c'est, à mon avis, affaire à suivre. Et maintenant, on va Alors, il y avait une question. Est-ce que c'était pour répondre ou c'était une nouvelle question? Alors, on va faire quelques questions de la salle virtuelle et on revient dans la salle présentielle. Tu veux donner la parole à quelqu'un? Tu peux nous dire ce qu'il y a dans le chat? Le mieux peut-être, François, c'est que tu lises toi-même le chat, les questions du chat. Alors, j'aimerais bien, mais je ne le vois pas. Donc, est-ce que tu le vois, le chat? Ça doit être Tu peux déjà le... commencer? Ah oui, voilà. On va commencer. Donc, alors, on a un premier commentaire qui est fait par Marc Aigros. Pour information, le chat est désactivé. Donc, ça, d'accord, ok. Ça y est, le chat est réactivé, voilà. Le LPED, membre du FOG, n'a pas pu être présent, notamment. Ouais, d'accord. Je suis en Côte d'Ivoire, je le sais. Alors, comment mutualiser les formations? Le LPED est porteur de l'International Research Network en anthropologie, des épidémies émergentes. Et voilà, excusez-moi, je lis ça, tac, tac, tac. C'est un peu long. Hein. Il est pas connecté, Marc Aigros, pour parler, parce que sinon, il peut peut-être nous le dire lui-même, non? Marc Aigros, tu veux? Les spectateurs ne sont pas connectés, ne peuvent pas accéder. Ah, d'accord, ok.
Voilà, OK. Alors, donc, comment mutualiser les formations? Donc, le LPED est porteur de l'International Research Network d'anthropologie des épidémies émergentes qui s'investit, entre autres, dans la recherche transdisciplinaire et la formation d'étudiants en anthropo et de professionnels de santé d'ONG communautaires en Afrique de l'Ouest. Le réseau a publié un manuel pédagogique paru sous forme de livre. Donc, ça, je pense que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous dans les EUR. Je vois les représentants des EUR ici qui disent qu'ils sont intéressés et qui vont donc, je sais pas, en tenir compte, ou en tout cas s'intéresser au sujet. Après, je peux descendre là voilà. Et donc, ils organisent des ateliers de formation d'assistants de recherche en Afrique de l'Ouest. Donc, peut-être que ça, c'est une information pour les deux EUR qui sont importantes. C'est tout ce que l'on a, Nicolas, je crois, pour l'instant en distance. Hein. Il y en a une en dessous. C'est l'adresse mail, c'est un lien Internet. Oui, c'est le lien. Donc, on vous passera le lien on le mettra également. Ça, il faut le noter. Très bien. Merci beaucoup, Marc. On va repasser dans les questions en présentiel. Donc, je vais faire comme dans Teams. La première petite main jaune avec le numéro 1 était là-bas. Donc, Monica Salin, Institut Pasteur. J'avais une question sur le sujet du projet Ville et Santé de l'OMS, très intéressant. Donc, vous avez parlé comme public de vous adresser aux professionnels de santé et aux élus locaux, mais est-ce que vous avez aussi comme cible les bâtisseurs, c'est-à-dire architectes, ingénieurs, pour qu'ils s'imprègnent de ces concepts de One Health dans leur conception des nouvelles villes, des villes du futur? Merci pour votre... Vous m'entendez? Ouais. Merci pour votre question. Alors, oui et non. C'est-à-dire que nous, notre rôle, ça va être de travailler directement avec les villes pour leur donner les pistes et les outils pour qu'elles mettent en place ces discussions-là avec les bâtisseurs, avec les architectes, toutes les dimensions qui vont avoir attrait à la santé environnementale urbaine et j'en passe, vont faire partie de la discussion, mais ça va relever de la dimension de la ville, des compétences de la ville à mettre en place ces discussions-là. Donc nous, on va les appuyer pour qu'elles aient ces discussions-là, et on le fait aujourd'hui déjà avec des villes qui œuvrent à mettre One Health en place. L'idée étant que les villes soient conscientes de l'importance d'intégrer ces discussions-là dans leur prise de décision, mais notre travail va être d'abord avec la ville, à proprement parler. Et les villes ensuite vont venir mettre en place les partenariats et les discussions avec les bâtisseurs, etc. Donc ça fait partie de nos recommandations et ça fait partie de nos travaux dans le sens où c'est ce qu'on va mettre en avant et c'est ce qu'on va donner comme exemple aussi de ce qui se fait le mieux. Mais ce n'est pas nous directement, l'OMS, qui allons parler aux bâtisseurs, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais en tout cas, évidemment, ça fait partie de la conversation. Il y a pas mal d'outils, dont un que j'ai présenté hier avec Urbact Lyon, au niveau international, justement, qui fait déjà l'inventaire un petit peu et les façons de travailler en atelier avec les différentes parties prenantes pour la redéfinition d'un lieu dans une ville. En général, il y a des questions qui se posent en général, quand on constate les besoins de rénovation ou de réurbanisation ou d'agencement d'un lieu en particulier dans une ville. Et ce qui va se passer, c'est que la ville va prendre le dessus pour tout de suite rétablir, essayer soit de faire un espace vert ou de développer, je sais pas, un commerce ou de développer une école ou autre. Les discussions vont pas toujours aller dans le sens de la communication avec toutes les parties prenantes ou avec les communautés concernées. Et il y a des outils qui aujourd'hui, à l'échelle internationale et parfois régionale et nationale, vont permettre de repenser un lieu avec One Health en tête. Donc, on travaille avec Urbact Lyon, avec Annelise et avec la ville et avec l'Institut One Health et je passe les nombres de partenaires sur cette question-là pour analyser justement les besoins de revalorisation, de réurbanisation d'un lieu avec One Health en tête, et l'idée étant de passer par toutes ces parties prenantes. Il y a aussi un outil très intéressant en Écosse qui s'appelle The Place Standard Tool, l'outil du lieu standard ou standard outil, je ne sais plus exactement en français, mais Place Standard Tool en anglais. L'idée étant d'analyser avec une grille de 14 questions, et avec certains critères en fonction du besoin du lieu, d'analyser un petit peu quelles sont les démarches à prendre en compte pour redéfinir ce lieu.
Alors, c'est vrai que c'est très visuel. Donc là, quand je l'explique, c'est pas super intéressant, mais il faut le voir. C'est un diagramme avec 14 points qu'on va venir tirer en fonction de la priorité. Et l'idée étant qu'on le fait avec toutes les personnes concernées. Donc, on invite tout le monde autour de la table. On va au lieu en question. Et c'est à la ville d'établir cette première démarche. Donc, c'est la ville qui est concernée elle-même par One Health qui va aller sur place, qui va s'assurer que toutes les personnes sont autour de la table ou autour de l'espace et va poser toutes ces questions-là pour venir cibler, mettre la priorité sur justement qu'est-ce qu'on va devoir prendre en compte le plus pour l'agencement, le réagencement de ce lieu. Admettons que ce soit un espace plein air pour les enfants, il n'y a pas suffisamment d'arbres. Ok, alors il n'y a pas suffisamment d'arbres, qu'est-ce qu'on va inviter autour de la table pour parler des arbres? Bon, est-ce qu'on va inviter les parents? Est-ce qu'on va inviter les urbanistes, les environnementalistes, les personnes One Health qui vont peut-être aussi pouvoir donner des indications autour de quel type d'arbre? Bref, je passe les détails, mais l'idée, encore une fois, c'est la collaboration et cette notion d'intersectoralité, que les choses ne se font pas du tout voilà, la participation active de chacun. Et alors, je ne dis pas que tout le monde fait ça, hein, mais je m'arrête. Hein, mais voilà, non. Mais effectivement, c'est quelque chose que nous, on incite en tout cas énormément à faire et dans les modules de formation. C'est ce qu'on veut relayer le plus avec les villes. Voilà. Une autre question de la salle? Oui, merci beaucoup. Donc, Stéphanie Ciambiano, vous m'entendez? Oui, j'avais une question pour Anvita sur la Graduate School. Donc, j'ai compris qu'il y avait des bourses doctorales en lien avec différentes écoles doctorales. Il y a un enjeu important qui est celui de la reconnaissance aussi du One Health et de la santé mondiale comme discipline de recherche. En l'occurrence, est-ce que les thèses qui seront passées dans ce cadre auront une mention One Health un peu labellisée, un peu automatisée? Merci. Alors, malheureusement, non. C'est-à-dire qu'officiellement, les thèses n'auront pas cette mention-là parce que la Graduate School n'a pas en soi une identité judiciaire, enfin juridique, pardon, mon français, désolé. Et du coup, ça, non pour le coup, mais quand même, ça a enclenché des changements structurels à l'intérieur de l'université. Par exemple, pour vous dire, il y a probablement une nouvelle école doctorale qui sera créée en janvier 2026 qui sera focalisée vraiment sur les maladies infectieuses émergentes ou réémergentes ou même pas, pas seulement quoi. Mais pour dire qu'en fait, cette reconnaissance de l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui s'est mis en mouvement. Il n'y a pas vraiment la mention One Health. Par contre, il y a des changements qui sont en cours. Par exemple, la signature de l'Université Paris-Cité à partir de cette année, c'est vraiment devenu santé planétaire. Donc, la One Health, il rentre dedans un petit peu quand même, mais on est un petit peu loin de la mention officielle. Je vais juste rebondir sur cette question-là parce que donc j'étais universitaire en Australie, on avait la même problématique. Moi, j'appartenais à 2 écoles, santé publique et école vétérinaire. Et en fait, donc on n'a pas réussi à mettre des PhD One Health alors que tous mes étudiants étaient One Health. Mais par contre, c'était signé par les 2 facultés et par les 2 écoles. Donc, ça montrait la transdisciplinarité sans avoir un label. Mais je pense que c'est une bonne question. C'est important que tu dises que même dans des pays comme l'Australie, on penserait qu'on a résolu ce type de problème. Donc, c'est important que tu nous dises qu'on ne les a pas résolus. Parce que c'est typiquement le type de choses que dès le départ, dans la création du réseau, on a pensé qu'on allait pouvoir peut-être influer ou apporter des solutions. Et donc, il faut qu'on y travaille. Et malheureusement, il n'y a pas de représentant du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est pas toujours très facile d'ailleurs de repérer, voilà, mais ça va faire partie des choses sur lesquelles le réseau va tendre certainement. Valériane Leroy, je suis directrice de recherche INSERM au CERPOP, le Centre d'épidémiologie et recherche en santé des populations à Toulouse. Et je voulais juste dire qu'en fait, notre unité est aussi partie prenante dans l'EUR United qui a été et qui est partie après, je pense, la vôtre, puisqu'elle a commencé cette année et qui est plutôt dédiée à l'excellence ou la recherche dans le cadre des maladies infectieuses émergentes. Mais en tout cas, je vois certainement un intérêt à essayer de voir comment est-ce qu'on peut mutualiser les enseignements et les partager. Voilà, on n'a pas eu le temps de présenter ici, mais on sera là l'an prochain. Merci beaucoup. Marie-Laure. Merci. Peut-être en complément de ce qui était dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes au courant que l'AFNOR lance un groupe pour réfléchir à une approche normative de la définition de One Health.
Donc, on espère qu'on ne va pas tomber dans un silo, One Health. Du coup, c'était toujours le problème. Et en même temps, je rebondis sur la question de la labellisation des thèses et de tout un tas d'autres projets formatifs ou de coopération. Je pense que c'est intéressant et l'Institut One Health fait partie, a cet honneur de faire partie de ce groupe de travail piloté par l'ANSES et le Commissariat général au développement durable. Donc, je me ferai le porte-parole de cette question. Est-ce que dans cette perspective de normalisation, on peut penser à cette idée de dire est-ce qu'il y aurait des diplômes qui porteraient un label peut-être demain qui serait issu de cette potentielle norme? Enfin, je trouve que le sujet va avec et du coup, je l'ouvre à la discussion avec vous tous parce que ça nous concerne tous de faire avancer ça. Et peut-être au lieu d'un label One Health, ça pourrait être un label transversalisé. D'autres questions de la salle ou Et en ligne? Non? Oui, en ligne, Nicolas, tu as encore une question ou quelque chose dans le chat? Il n'y en a pas en ligne. On a pas mal. Ah. Allez, vas-y. On est à 11h26. Une question peut-être qui sera discutée après ultérieurement dans les débats ou dans les... C'est quand même quand on voit l'intérêt, l'offre croissante de santé globale, One Health, approche One Health en France qui est en train de se mettre en place, c'est à la fois super et en même temps, je trouve qu'on doit aussi réfléchir à quels sont les métiers qui vont émerger et quelles sont les attentes. Et je pense qu'on... Enfin voilà, je trouve que c'est important d'avoir ce débat-là dans cette audience-là. Tout le monde y réfléchit, mais on voit bien que c'est un monde qui est en train de changer, des métiers qui sont en train d'évoluer et qu'on a vraiment besoin d'anticiper. C'est une réflexion ouverte, mais je pense qu'on en reparlera. En tout cas, voilà, c'est vraiment la chose qu'on a en tête, à la fois en termes d'enseignement, mais aussi après de transition et passage vers la recherche. Merci. Ouais, vite. Juste pour rebondir sur la question des métiers, dans le cadre du Master international One Health qu'on porte à Lyon et à Lyon 1 et avec Veta AgroSup, on s'est posé ces questions-là et c'est vrai que c'est un gros challenge. Alors, on va vous dire ce qu'on a conclu, mais à partager. C'est que finalement, on a quand même beaucoup de mal à retrouver les principes de la définition, enfin les principes clés de la définition de l'OLEP quand on fait du transdisciplinaire et qu'on a vraiment besoin de personnes qui aient cette position neutre pour assurer cette équité. C'est-à-dire, voilà, c'est pas seulement être ouvert, venir avec chacune des santé et puis se dire, allez, on va travailler ensemble. Mais finalement, quand on vient d'une santé, ben, on a déjà un formatage qui fait que atteindre les principes clés de l'OLEP, c'est pas si évident que ça. Et donc, avoir des personnes qui ont cette ouverture-là, ça peut être intéressant. Voilà. Pour rebondir, je peux me permettre une seconde? Rebondir très rapidement. Je pense que c'est l'axe est vraiment, à mon avis, devrait être sur les compétences. Parce qu'en fait, pour faire du One Health, il faut développer des compétences de communication, de coopération, de collaboration, d'intégration. Et ça, c'est des compétences qui, à mon avis, ne sont pas liées vraiment que au One Health, mais c'est des compétences qui demandent la transsectorialité et la transdisciplinarité. Et ça, c'est peut-être ce que les métiers vont de plus en plus demander, surtout dans le monde changeant. Et peut-être que ce que les anglo-saxons mettent vraiment bien en exergue là, pour certaines fiches de poste, où en fait, ces compétences-là sont demandées. Et quand on a un diplôme One Health, on peut montrer qu'on a déjà mis en application ces compétences. Donc, je pense qu'il faut réfléchir, au lieu de réfléchir sur la thématique, plus sur la compétence. Voilà, j'ouvre le champ des possibles. Est-ce que le décor est réalisé? Le décor est changé, si je peux dire. Donc, de toute façon, ces 8 premières présentations échangent avec les présentateurs devant leur poster tout à l'heure pendant la pause déjeuner. Donc, on pourra continuer ces discussions. Merci à tous. Merci. Merci.